Merci. Bonsoir. Je vais surtout présenter le conférencier un peu plus en détail, pas beaucoup, parce que j'en ai pas beaucoup de détails, mais je sais que c'est un ancien élève de l'École normale supérieure, qu'il est agrégé de philosophie, qu'il est professeur à la Sorbonne en philosophie du droit et qu'il dirige l'UFR de philosophie, donc à la Sorbonne toujours. Donc ce soir, il est l'auteur, c'est ça qui est très important, il est l'auteur d'un livre sur une philosophie du vin qu'il a publié l'année dernière. Et justement, c'est à partir de là que nous avons pensé à cette idée de l'esthétique du vin. Y a-t-il une esthétique du vin? Il va peut-être essayer de répondre à cette question et ensuite vous pourrez vous aussi poser des questions aux conférenciers. Voilà, je vais lui laisser la parole et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup, chers collègues. Merci pour toutes les personnes qui ont l'excellente idée, en tout cas pour moi, vous, je ne sais pas, vous allez voir, de m'inviter. Je vais essayer de m'en sortir avec cet objet étrange qui est le PowerPoint, qui n'est absolument pas dans mes habitudes. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie. La première fois que j'avais dû faire ça, on m'avait obligé à aller à un congrès de médecins, donc j'avais dû faire ça aussi. Mais bon, donc voilà. On va essayer quand même de faire un petit peu de philosophie du vin ensemble. Alors, on vous l'a dit, là, je vais essayer de répondre à une question qui est y a-t-il une esthétique du vin? Ce mot d'esthétique, ce terme d'esthétique, il ne faut pas qu'il fasse peur, c'est un terme très, très simple, très commun dans le vocabulaire des philosophes. Il signifie tout simplement philosophie de l'art. Et donc une esthétique du vin, c'est la possibilité de traiter le vin comme une œuvre d'art, avec évidemment un certain nombre de nuances, de prudence dans cet usage. Mais enfin, en gros, ça revient à ça. Pourquoi poser cette question? Parce que j'ai remarqué, et plutôt pour m'en énerver, plutôt pour m'irriter de cela, j'ai remarqué qu'en matière de vin, on avait assez facilement, chez beaucoup, la tentation de dire que tout se valait. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui n'auraient pas osé dire à propos d'un tableau peint par leur beau-frère qui peint tous les dimanches des petites croûtes sympathiques, que ça valait les œuvres de Léonard de Vinci ou de Rembrandt, ces mêmes personnes ne sont en revanche pas du tout embêtées, pas du tout embarrassées par l'idée de renverser des idoles en matière de vin et de dire oui, bof, le Pétrus c'est un peu surfait, goûte ce Côte de Blaye, tu verras, c'est aussi bon. Ce qu'on est capable de faire en matière de vin, on n'oserait pas le faire en matière d'art. Donc je vais essayer de montrer qu'il est nécessaire d'être relativement prudent dans ce genre de jugement et qu'il y a des critères qui permettent d'être à peu près objectifs quand on parle du vin et qui permettent de dire à propos d'un vin qu'il est non seulement bon, mais que peut-être même il est beau et que peut-être même il est grand. Donc, je vous l'ai dit, l'état des lieux, ce qu'on observe, ce qu'on constate, c'est l'idée qu'on pourrait accepter toute opinion à propos du vin. À propos du vin, on convoque assez volontiers cette formule des goûts et des couleurs, on ne saurait discuter, autrement dit, c'est je pense quelque chose, tu penses autre chose, et on ne va pas se disputer à ce propos. Tu penses que le Pétrus est un petit vin, je pense que le Pétrus est un grand vin. Tout est relatif, tout se vaut, toutes ces opinions sont tout à fait comparables. Et donc on a, comme sur l'image que je vous ai indiquée, une conséquence de cette position, que j'ose difficilement appeler une position philosophique, mais enfin, bon, cette position, qui revient à dire que ce vin délicieux qui est le Cos d'Estournel que vous voyez sur l'image, vaudrait ce vin que vous connaissez peut-être moins bien, qui s'appelle le Rouge-Feuille, et que vous trouvez dans certains supermarchés, pas dans tous. J'ai goûté les deux. J'ai beaucoup de mal à entendre ceux qui considèrent que l'un peut valoir l'autre. Non. Alors, je ne suis pas le premier à essayer de défendre l'idée
qu'il faut se méfier de ce genre d'argument, à savoir que tout se vaut, tous les jugements sont comparables, tous les jugements sont estimables dans le champ de l'appréciation esthétique et gustative. J'ai un très illustre prédécesseur qui s'appelle David Hume, dont vous avez l'image devant vous en très grand, qui essayait de répondre à une question qui est à peu près celle que j'essaye de traiter devant vous, à savoir la possibilité d'avancer des critères objectifs pour affirmer à propos d'un vin qu'il est bon. Alors, l'ambition de Hume ne porte pas seulement sur le vin. En réalité, il part d'un exemple que je vais vous rappeler, il part d'un exemple qui porte sur le vin, mais son ambition, dans un livre qui s'appelle Les Essais esthétiques, son ambition, donc au XVIIIe siècle, est de fonder cette objectivité de façon générale dans le champ de l'appréciation artistique. Hume est un peu irrité d'entendre tout le monde dire « Oh, mais finalement, l'art, c'est pas un domaine qui a quelque chose à voir avec la question de la connaissance, avec la question du vrai. Ça n'intéresse pas la philosophie, c'est pas du tout comme les questions de connaissance scientifique, par exemple. » Bon. Il dit « Mais non, quand même, il est possible de dire des choses un petit peu solides à propos des questions artistiques. » Et l'exemple qu'il donne pour introduire son argumentation, qui est assez largement celle que je vais développer aussi, c'est un exemple qu'il emprunte à un livre que vous connaissez tous, qui est le Don Quichotte de Cervantes. Dans le Don Quichotte de Cervantes, il y a une histoire assez amusante qui est racontée à propos de dégustateurs professionnels en matière de vin. L'histoire est la suivante, on est dans un petit village et la question est, est-ce qu'on va acheter une barrique de vin assez importante qu'on va consommer dans le village dans l'année ou les mois qui viennent. Pour acheter ou non cette bouteille, on fait appel à des experts. Le premier expert goûte le vin et dit non, c'est un vin qui est pas mal, hein, il est de qualité, mais il y a une petite note un peu bizarre en fin de bouche, une petite note un peu métallique, c'est pas formidable. Bon. Les villageois écoutent cette expertise, se disent bon, c'est quand même un peu bizarre, pourquoi pas du fer, pourquoi sentir du fer dans un vin, bon. L'autre expert goûte le même vin et dit mais je suis d'accord avec mon collègue, hein, c'est un vin qui est pas mal, mais moi je trouve qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y a un petit goût de cuir. Un petit goût de cuir dans ce vin, et c'est pas uniquement des arômes d'évolution, non, c'est un peu brutal, c'est un peu comme du cuir de chèvre. Bon. Donc là, les villageois hurlent de rire en disant, mais enfin, c'est pas possible, ces experts en vin, c'est des pédants, ils racontent des choses invraisemblables, ils commencent à nous dire qu'on sent du cuir de chèvre, pourquoi pas du ventre de lapin, pourquoi pas des arômes d'orange flétrie, enfin bon, et puis en plus ils sont même pas d'accord entre eux, c'est n'importe quoi. Donc là suit une grande moquerie à l'endroit des experts, en disant bon, enfin bon bref, ce sont des pédants, ce sont des gens qui pinaillent, c'est ridicule, ils achètent la barrique de vin. Bon. Après quelques mois, la barrique de vin est bue, et au moment de nettoyer la barrique, les villageois découvrent qu'au fond du tonneau était tombée une clé avec un porte-clés très particulier qui était un porte-clés en cuir de chèvre. Et donc la leçon de cela, nous dit Hume, en partant donc de cette page du Don Quichotte, la leçon de cela, c'est que, premièrement, on a tort de se moquer des gens qui ont une expertise un peu fine et un peu pointue. Oui, sentir l'odeur et le goût d'une clé dans un immense tonneau ou d'un petit morceau de cuir dans un immense tonneau, c'est extrêmement spécifique, c'est extrêmement pointu, mais c'est une expertise objective. Donc Hume dit on a tort de se moquer de cela parce que c'est une réalité. Et deuxièmement, on a tort d'imaginer que tout est relatif. Non, il y a des goûts qui sont plus fins, plus solides que d'autres, et ces deux experts avaient un goût plus solide, plus précis que les villageois qui n'avaient absolument pas senti cette altération. Alors,
ces deux experts, ils nous font penser à ce qu'une psychologue américaine qui s'appelle Linda Bartoshuk appelle des super testers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un super tester? C'est pas quelqu'un qui a un super pouvoir, c'est pas quelqu'un qui vole ou qui fait autre chose. C'est quelqu'un qui est supposé avoir une capacité à repérer une gamme d'arômes beaucoup plus développée, beaucoup plus importante que l'homme du commun. Alors, moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette expression de super tester. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est comme Superman, c'est un truc de naissance, on peut voler, on peut lancer des lasers avec les yeux. En réalité, l'idée que je voudrais défendre, c'est plutôt que, même si évidemment il y a sûrement une base biologique, physiologique à ces différences, mais que c'est surtout une question de travail, d'éducation, de culture de son goût. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer du texte Yeoyum? On peut tirer deux choses. Qu'il y a des éléments objectifs que la dégustation perçoit. C'est-à-dire que si les deux dégustateurs savants, les deux experts sentent du métal et du cuir, c'est parce qu'il y a du métal et du cuir. Ce n'est pas une fantaisie de leur part. Il y a un élément objectif. C'est dans la réalité qu'il y a cette clé avec du cuir. Bon. Et deuxième élément, le palais s'éduque. C'est-à-dire que ce sont deux experts. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de connaître le vin, d'étudier le vin, etc. Alors ça me conduit à deux hypothèses qui sont les deux hypothèses que je vais développer devant vous. La première hypothèse, c'est que oui, on peut dire qu'un vin est bon, on peut le dire objectivement, et donc on peut construire une esthétique du vin. Pourquoi? Parce qu'on peut fixer une première règle qui est la conformité du vin à sa définition. Autrement dit, on va pouvoir dire qu'un vin est bon déjà d'une première manière, qui est en identifiant dans ce vin ce à quoi il est supposé ressembler. Autrement dit, la première manière d'avoir de l'objectivité, c'est de prendre en considération l'objet dont on parle. Le vin a des propriétés et connaître ces propriétés et identifier ces propriétés va permettre de dire objectivement s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est que l'objectivité va se travailler au sein d'une expérience qui est une expérience subjective, au sens de l'expérience d'un sujet. C'est un sujet, c'est vous, c'est moi, qui va apprendre à déguster le vin, apprendre à boire le vin, et qui, grâce à cette éducation et cette expérience, va pouvoir dire qu'il est face à un vin qui est bon, qui est grand, qui est bon, ou qu'il est face à un vin assez médiocre. Et cette éducation, là aussi, ça nous renvoie à la question de l'esthétique. Parce que quand on parle d'esthétique au sens classique, c'est-à-dire la philosophie de l'art, la philosophie qui s'occupe des œuvres musicales, des tableaux, des sculptures, etc., on voit bien qu'il y a une question d'éducation. On en reparlera tout à l'heure, mais on voit bien que si vous montrez à un enfant de 6 ans une œuvre d'art du musée du Louvre ou d'un autre musée, il va être peut-être impressionné par certaines couleurs, certaines choses, mais est-ce qu'il va vraiment être en mesure de repérer quelle est la force, quelle est la puissance du tableau en question? Évidemment non, parce qu'il n'a pas encore ce regard suffisamment acclimaté à ce que c'est qu'une œuvre d'art. Alors, désolé, hein, c'est peut-être pas à la bonne heure pour montrer cette image, ça va peut-être donner faim à ceux qui n'ont pas encore mangé. Donc, première hypothèse, on s'intéresse à l'objet, c'est-à-dire on cherche des propriétés dans le vin. Il y a quelque chose dans le vin lui-même qui permet de dire quelque chose d'objectif. Il y a un philosophe dont je vous déconseille vivement la lecture, sauf si vous avez fait des études de philosophie, qui s'appelle Husserl. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement compliqué et extrêmement fatigant à lire. Mais on peut piocher chez lui quelques concepts par-ci par-là qui sont assez faciles à attraper. Et il y en a un que j'aime bien, qui est la notion d'horizon d'attente. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un horizon d'attente? Ça veut dire que quand on ouvre une bouteille de vin, normalement, on en attend quelque chose. Alors, on en attend des choses minimales. Par exemple, si vous ouvrez la bouteille de vin et que vous la servez
et qu'en fait vous n'arrivez pas à la servir tellement le vin est épais, il y a un petit souci. Ça veut dire que le vin a perdu une grande partie de son humidité, que c'est devenu une espèce de glaise. Bon, normalement, ça arrive à peu près jamais, cette expérience. Vous attendez une deuxième chose, qui est que le vin soit buvable. Si on vous sert un vin qui est terriblement bouchonné, bah, vous n'allez pas arriver à le boire, enfin, sauf si vraiment vous avez des goûts très particuliers, parce que tout simplement, c'est infect. Si vous avez un vin qui est marqué par une piqûre acétique, c'est totalement imbuvable. Bref. Donc, à propos d'un vin, on attend des choses qui sont évidentes, triviales, minimales. Mais on attend des choses qui sont un petit peu plus subtiles. En particulier, on va attendre quelque chose qui est lié à son appellation. Si vous ouvrez une bouteille de Châteauneuf-du-Pape rouge, normalement, vous ne vous attendez pas à avoir des goûts qui sont ceux du Sauterne, et réciproquement. Sinon, vous vous dites qu'il s'est passé quelque chose d'étrange dans la bouteille ou quelque chose d'étrange au moment de l'étiquetage de la bouteille. L'horizon d'attente, ça peut être aussi le contexte dans lequel vous allez consommer la bouteille. Dans la petite image que je vous ai indiquée, il faut imaginer que vous êtes allé chez votre caviste. Pourquoi ? Parce que ce soir, vous avez prévu de manger du saumon fumé et que il n'y a plus grand-chose dans votre cave qui va avec ça. Donc vous allez voir le caviste et vous lui dites j'ai prévu de faire du saumon fumé, qu'est-ce que vous me conseillez ou qu'est-ce que tu me conseilles, ça dépend du degré d'intimité que vous avez avec votre caviste, pour accompagner ce saumon fumé. Vous attendez quelque chose. Vous êtes dans cette position il y a quelque chose qui doit surgir qui est l'accord plus ou moins parfait avec ce que vous allez manger. Le caviste va vous dire le saumon, c'est un peu gras, il faut quelque chose qui équilibre le gras, il fait quelque chose d'un peu acide. Votre caviste, il est un peu conscient de la nécessité d'être au maximum locavore, donc il va vous conseiller un Bordeaux. Il va dire tiens, ça peut être pas mal, là, allez, c'est ce que j'ai mis sur l'image, allez, Château Carbonieux Blanc. Bon, il n'y a pas que du Sauvignon, mais il y a quand même du Sauvignon dedans. Le Sauvignon, ça peut aller pas mal avec le saumon fumé. Dans les autres régions de France, on boit souvent du Sancerre ou du Pouilly fumé avec. Donc bon, c'est quand même le Sauvignon, ça peut être pas mal. Allez, on va boire du Pessac léognan blanc avec le saumon fumé. Si tout va bien, si tout le monde est content, on n'est pas obligé de le prononcer en latin, mais il se passe quelque chose qu'en philosophie médiévale, on appelle l'adéquation de la chose et de l'intellect. Alors, c'est un nom, c'est une formule qui fait un peu peur, qui est un peu grandiose, mais qui en réalité veut simplement dire que quand vous êtes face à un vin qui remplit sa mission, qui est conforme à sa fonction et qui est à l'image de sa définition, il se passe quoi ? Il se passe que la réalité, la chose, épouse ce que vous avez dans votre tête. Le caviste vous dit, il faut quelque chose qui équilibre le gras du saumon fumé. Ça, c'est une définition, c'est abstrait. Et puis après, vous mangez le saumon fumé avec le blanc qui vous a conseillé, et ça marche ou pas. Bon. Si ça marche, c'est-à-dire si le vin correspond à ce que vous attendiez de lui, il y a cette adéquation. Bon. C'est une première façon de trouver que le vin est bon. Si vous avez servi, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, si vous avez servi un Châteauneuf-du-Pape rouge en même temps que le saumon fumé, il y a peu de chances qu'il y ait de l'adéquation de la chose et l'intellect. Pourquoi ? Parce que les deux vont être assez mauvais. Le saumon fumé va avoir un goût bizarre à cause des tanins du rouge. Quant au Châteauneuf, je ne vous parle même pas du goût qu'il va avoir en compagnie du saumon fumé. Bon. Donc il se passe quelque chose qui est une espèce de désastre. Ce désastre, vous pouviez l'anticiper. Ce désastre, il était écrit dans tous les livres consacrés aux accords entre mets et vin. Vous avez voulu quand même le faire, peut-être parce que vous voulez jouer au plus malin avec les accords mets et vin, mais ça ne marche pas. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la définition, il y a quelque chose dans l'appréhension théorique, abstraite, de ce que va être le goût des choses avant même que vous les ayez goûtées, qui joue un rôle dans l'appréciation et la définition de ce que c'est qu'un bon vin. C'est pour ça que j'ai écrit cette chose
qui vous dit et vous fait dire qu'il y a vraiment besoin de faire de longues études de philosophie pour dire des choses aussi profondes, à savoir que le pomerol a un goût de pomerol, que le pauillac a un goût de pauillac, l'entre-deux-mer a un goût d'entre-deux-mer, etc. Alors, pourquoi c'est la palissade, ou en termes plus techniques, en philosophie, on parle d'une tautologie? Pourquoi ça signifie quelque chose quand même? Parce que, en réalité, quand vous rencontrez un bon vin et que ce vin correspond à son appellation, ce n'est pas quelque chose qui est simplement une lapalissade. C'est une correspondance entre ce que j'appellerais volontiers le monde et le livre du monde. Vous avez lu le livre du monde. Vous avez lu un livre qui, par exemple, va s'appeler les grands vins de Bordeaux. Bon. Dans ce livre, on vous a donné une description des arômes spécifiques du pauillac par distinction avec les arômes spécifiques du Saint-Émilion, les arômes spécifiques du Pessac-Léognan, du Saint-Julien, du Saint-Estèphe, etc. Bon. Dans cette description, il y a toute une série d'informations. Et puis, après, vous ouvrez la bouteille. Si le pauillac a le goût de pauillac, c'est tout simplement parce que le château Latour que vous avez ouvert, bon, c'est un jour un peu festif, le château Latour que vous avez ouvert, il a un goût qui est quand même globalement celui, non seulement du pauillac, mais celui du château Latour. Et si en revanche il a un tout autre goût que ce que vous avez vu dans ce livre du monde, ça veut dire qu'il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas d'adéquation entre le monde et le livre du monde. Alors à partir de là, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse archi-complotiste, qui consiste à dire que dans les livres, on écrit volontairement n'importe quoi à propos du château Latour. Vous avez un ami qui vous sert régulièrement du château Latour et vous avez remarqué que ça n'a pas du tout le goût qu'il y a dans les livres. Bon. Quand vous goûtez les châteaux Latour servis par votre ami, ça a un goût un peu de carton mouillé, ça a un goût de vieux champignons qu'on a ramassés un peu fatigués, qu'on a oubliés dans le panier. Ça a un goût de feuilles mortes mais un peu sales. Bon. Alors il y a deux explications à ça. Soit les livres consacrés au pauillac racontent tous des bêtises, soit votre ami est quelqu'un qui gère mal sa cave, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas bien la température, il met ses bouteilles dans le coffre au mois d'août et les oublie pendant 5-6 jours, ou alors il s'est fait arnaquer, il a acheté du vin sur Internet pour vraiment 25 € cette bouteille de Château Latour, j'ai fait une super affaire. Vous, quand vous buvez cette bouteille, vous n'avez vraiment pas fait une bonne affaire. Bref. Donc ça, c'est l'hypothèse archi-complotiste, c'est de dire c'est les livres qui mentent. Bon. En réalité, les livres, globalement, on va voir ça tout à l'heure dans la deuxième hypothèse, les livres, globalement, sont assez fiables. Et vous voyez qu'il se passe quelque chose, il y a un apport spécifique de cette correspondance du livre et du monde. Bref, le Château Latour a un goût de Château Latour, ce n'est pas seulement une lapalissade, ce n'est pas seulement une tautologie. Alors, est-ce que, pour autant, la correspondance à la définition, c'est quelque chose dont on peut se contenter? Je dirais que globalement, oui. Globalement, on peut définir un bon vin d'abord, c'est pour ça que je parlerai de conditions nécessaires, d'abord par le fait qu'il correspond à sa définition. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une condition suffisante. Pourquoi ? Parce que vous avez des vins qui correspondent à leur définition, mais qui ne sont pas intéressants. Vous avez des vins qui correspondent à leur définition, mais qui sont très ternes, très moyens. Très souvent, entre les vins prestigieux et les vins soldés pour vraiment pas cher au supermarché, et qui pourtant sont de la même appellation, vous avez un écart qui n'est pas un écart d'adéquation, mais qui est un écart de qualité. Bon, on va voir avec la seconde hypothèse qu'on ne peut pas se contenter de cette condition qui est l'adéquation à la définition. Mais j'irai plus loin, ce n'est même pas toujours une condition nécessaire, au sens où il y a des vins totalement atypiques et qui sont pourtant absolument remarquables.
alors je savais pas, tout à l'heure j'ai fait un tour chez le caviste, là au rez-de-chaussée, et j'ai été agréablement j'étais pas tellement surpris de trouver la troisième bouteille, mais à ma grande surprise, il y avait aussi la deuxième bouteille, et c'est pas fait exprès parce que j'ai fait le PowerPoint il y a 10 jours. Je vous ai donné 3 exemples comme ça, en passant de vins totalement atypiques. Le premier vin totalement atypique, c'est un muscat sec, qui vient de la région de Baume de Venise. À Baume de Venise, on ne fait pas de muscat sec. Bon. Ben ça, c'est un muscat sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de sucre dedans. C'est extrêmement bizarre. Bon. Ça n'empêche pas le vin d'être très bon, mais il ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut attendre de lui. Bon. Le deuxième vin, c'est le même propriétaire, c'est le domaine des Bernardins. Cette fois, c'est un muscat de Baume de Venise. Cette fois, il a l'appellation, mais il ne ressemble pas du tout aux autres. Pourquoi ? Déjà, il a une couleur très foncée. Les muscats de Baume de Venise, en général, ils sont plutôt assez transparents. Et puis surtout, c'est un vin qu'il faut laisser vieillir. Pourquoi il est comme ça ? Parce qu'il y a des muscats noirs dedans qui ont, suite à une mutation génétique, qui sont un peu bizarres. Et donc, ça fait un vin qui est plus d'une couleur rosée que celle d'un blanc liquoreux. Et puis, c'est un vin qu'il faut laisser vieillir. Il est meilleur quand il a 10 ans. Là aussi, le Baume de Venise, d'habitude, on boit ça très vite. Puis la troisième bouteille, qui vous est, je pense, plus familière, qui est une bouteille de Cheval Blanc. Cheval Blanc, je crois qu'on est globalement d'accord pour dire que c'est plutôt un vin pas mal. Mais ça fait partie des Saint-Émilion un peu atypiques. Ozone, d'ailleurs, lui aussi est un peu atypique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande proportion de Cabernet Franc dedans. En général, le Saint-Émilion, il se caractérise par le fait qu'il y a un peu plus de Merlot que de Cabernet Sauvignon que dans le Médoc. Mais le Cabernet Franc est un cépage qui n'est pas très présent. Là, c'est le cépage qui est dominant. Ça n'empêche pas le Cheval Blanc d'être un immense Saint-Émilion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelques vins, mais c'est vraiment très peu, il y a quelques vins qui sont à la fois excellents, très bons, tout ce qu'on veut, et atypiques au sens où ils ne correspondent pas exactement à la définition, si on entend par définition l'appellation. En revanche, ils correspondent à la définition de ce qu'ils doivent être, au sens où un cheval blanc, ça ressemble à du cheval blanc. Un Baume de Venise du domaine des Bernardins, ça ressemble à un Baume de Venise du domaine des Bernardins. Alors, revenons au saumon et au château Carbonieux. Il arrive donc, je viens de vous le dire, qu'on trouve des vins atypiques. Bon. Je dirais volontiers que c'est l'exception qui confirme la règle, au sens où un critère qui est l'adéquation à la définition est globalement un critère assez robuste. Bon. Ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions qu'il faut écarter ce critère. Avec le saumon, vous pouvez avoir une petite déception. De quel type ? Votre caviste, en fait, il est sympa. Au lieu de vous vendre un carbonieux de, allez, on va dire un 21 ou un 22, il est sympa. Il avait encore quelques 2014 ou quelques 2012 en stock, qu'il a bien gardé au frais. Et comme vous êtes un client un peu régulier et qui vous aime bien, il vous vend au prix du 22 un carbonieux qui a 10 ans d'âge. Vous risquez d'être un peu déçu dans un premier temps. Pourquoi ? Alors déjà, vous avez la couleur. Remarquez que c'est quand même beaucoup plus foncé que le carbonieux qui était dans l'image de tout à l'heure avec le saumon fumé, si vous vous en souvenez. Ah oui, je peux faire en arrière. Je fais joujou, comme je vous dis, c'est la deuxième fois que je fais ça, donc j'expérimente. Donc le carbonieux, il est beaucoup plus foncé. Donc vous êtes un peu déçu parce que vous ouvrez la bouteille et vous vous dites, il est sympa le caviste, il m'a dit que il fallait un vin, un sauvignon un peu acidulé, que ça allait manger le gras du saumon. Mais c'est pas vraiment acidulé cette affaire. Et puis, c'est quand même un peu... c'est un vin avec peut-être un peu trop de complexité pour le saumon. Moi, je voulais plutôt une espèce de muscadet, quoi, que ça soit du Bordeaux, mais que ça soit quand même avec un goût de muscadet. Bon, et puis vous goûtez votre saumon, et là, en fait, vous vous dites, c'est sympa, non seulement j'ai un bon caviste, mais j'ai aussi un bon poissonnier. Et le saumon, c'est un saumon qui finalement n'est pas si gras, qui a un goût assez fin, qui est assez subtil. Et puis vous goûtez ça avec le carbonieux qui a 10 ans d'âge, et c'est parfait, et tout va bien. Pourquoi ? Parce que vous vous dites, mais finalement, ce vin, il est quand même, c'est pas juste un petit sauvignon rigolo,
C'est un vin avec de la profondeur, il y a un nez subtil, je sens des notes, pas simplement ce que je m'attendais à sentir, un peu de buis, un peu de cassis. Non, 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 c'est autre chose, il y a du miel, il y a des agrumes un peu confits. Tout ça, c'est très très joli et ça va très bien avec ce saumon. Il y a un peu d'acidité, pas beaucoup, et donc ça équilibre juste ce qu'il faut. Mais au lieu d'avoir une espèce d'équilibre où, en gros, je prends un vin pour décaper un peu mon palais où il y a trop de gras à cause du saumon, là j'ai un dialogue, j'ai un vrai dialogue entre le vin et le saumon que je consomme. Et donc c'est pour ça qu'il y a en fait quelque chose qui ressemble plus à une déception joyeuse. En fait, vous êtes déçu parce que ce n'est pas ce que vous attendiez, mais à la fin, c'est vachement mieux. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'avoir comme expérience, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus complexe, c'est un véritable dialogue. Donc là, on est face à quelque chose comme les limites de cette première hypothèse, au sens où, oui, il y a des propriétés objectives au sein d'un vin, oui, je dois apprendre à les connaître, oui, je peux être parfois déstabilisé, mais néanmoins, au total, je crois que c'est une hypothèse assez robuste et qu'on peut commencer à définir un bon vin comme un vin qui correspond assez largement à sa définition, ou pour le dire autrement, le bon vin, c'est celui qui donne ce qu'on est en droit d'attendre de lui. Alors, est-ce que ça peut suffire? Est-ce qu'on peut se contenter de ça? Parce qu'après tout, vous pouvez aussi être extrêmement content de boire du mauvais vin. Enfin, je crois qu'on a tous des amis comme ça. On essaie d'en avoir le moins possible et surtout on essaie de ne jamais aller dîner chez eux. Mais il y a des gens, c'est pas tellement qu'ils aiment le mauvais vin, c'est que ça les embête pas du tout de boire du mauvais vin. Alors, il y a plein de raisons à ça. Parfois, les gens sont enrhumés. Bon, si on est enrhumé, c'est pas grave, on peut prendre du mauvais vin parce que de toute façon, on sent rien. Bon. Il y a des gens que ça intéresse pas trop. Il y a des gens qui s'intéressent qu'à une chose dans le vin, à savoir le degré d'alcool. Donc, à la limite, même si le vin est infect, pour peu qu'il y ait de l'alcool dedans, ils sont contents. Et puis après, il y a des gens qui s'intéressent à certains vins pour des raisons non pas irrationnelles, c'est toujours délicat cet adjectif, mais des raisons qui ne sont pas vraiment esthétiques. Par exemple, c'est leur cousine qui a décidé de planter du vin à côté de Béthune. Alors, ce n'est pas l'endroit le plus formidable pour faire du vin, le Nord, mais ça lui faisait plaisir. Et puis, vous aimez bien votre cousine. Donc, quand elle vous donne son vin, ben, vous le buvez parce que vous aimez bien votre cousine. Le vin est infect, mais c'est celui de votre cousine. Bon. Donc, vous le buvez avec une certaine satisfaction. Bon. Bref, donc on pourrait dire, mais finalement, qu'est-ce que j'attends du vin de ma cousine? Ben, qu'il soit le vin de ma cousine. Est-ce que le vin de ma cousine, quand je le bois, il a le goût du vin de ma cousine? Ah ben oui, il est aussi mauvais que d'habitude. Est-ce que ça suffit à dire qu'il est bon? Non. C'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter de ce critère. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais condition nécessaire, même s'il y a des nuances, mais pas condition suffisante. Alors, ça va être quoi le deuxième critère? Ben, c'est le critère qui va nous permettre de dépasser le relativisme intégral, c'est-à-dire le tout se vaut, tous les vins sont comparables à tous les vins, et les premiers sont les derniers, et tout ça est équivalent. Bon. J'ai mis cette béatitude bien célèbre, hein, heureux les esprits simples, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi? Ben parce qu'en effet, si vous êtes absolument extatique avec le vin de votre cousine, qui fait 8 degrés, qui est très acide, qui a été vraiment ramassé pas mûr à côté de Béthune, eh ben, je vous envie, parce qu'au fond, ça vous coûte moins cher de boire du vin qu'à moi. Donc c'est très bien, et je suis content que vous soyez heureux comme ça. Mais globalement, philosophiquement, je crois qu'on ne peut pas se contenter de ça, il faut essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Alors je crois qu'il y a un indice assez fort, assez costaud, assez solide, du fait qu'on peut dépasser, et que globalement, on dépasse tous ce relativisme intégral, c'est l'existence des guides et des experts. À chaque rentrée, dans les meilleures ventes de livres en France,
vous avez le guide Hachette des vins, le guide de la revue du vin de France. Avant, il y avait le guide Parker. Bon. Pourquoi ces livres se vendent? Je pense qu'on peut faire l'hypothèse que si ces livres se vendent, c'est parce que les gens en attendent quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas une hypothèse extrêmement audacieuse. Pourquoi ils en attendent quelque chose? Parce qu'ils considèrent que cet avis, cette analyse, cette expertise, cette appréciation de certains spécialistes, là je vous ai mis les têtes de Robert Parker, Jancis Robinson et Michel Béthane, on a l'idée que quand ces trois personnes goûtent un vin et nous disent « il est bon », c'est plutôt un bon indice sur le fait que, alors que c'est eux qui l'ont bu, pas moi, que je vais peut-être passer un beau moment en achetant la même bouteille de vin. Ça repose tout ça sur une discipline qu'en philosophie on appelle l'épistémologie sociale. Alors c'est une traduction littérale de l'anglais et ça fait un terme un peu bizarre, mais en gros c'est la partie de la philosophie qui s'intéresse à comment, pour connaître, on est obligé d'accepter l'expertise, la connaissance de quelqu'un d'autre que soi. Les philosophes ont été tous beaucoup marqués par quelqu'un dont vous avez tous entendu parler, qui est René Descartes. Descartes, vous savez, essaye de tout reconstruire, de toute la connaissance à partir d'un point solide qui s'appelle le cogito. Voilà. Je pense, donc je suis. Et puis à partir de là, l'idée est de reconstruire tout notre savoir à partir de cette certitude première qui est « je pense, donc je suis ». Bon, ça, c'est sûr. Le problème, c'est que ça ne peut pas marcher, parce que vous ne pouvez pas passer votre temps à tout redémontrer par vous-même. Je pense qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui ne sont pas très forts en maths. Ça arrive de temps en temps. C'est rare. Il y a très peu, la plupart des gens sont extrêmement forts en maths. Enfin, de temps en temps, il y a 2-3 personnes qui sont nulles en maths. Ces personnes nulles en maths, il leur arrive quand même de prendre le train ou l'avion. Elles n'ont pas le choix, parce que si elles avaient décidé de prendre le train ou l'avion à la seule condition d'avoir revérifié tous les calculs des ingénieurs qui ont permis la construction des avions et des trains, jamais ces personnes ne prendraient leur train et leur avion. Et je pense que même pour l'écrasante majorité de la salle, à savoir les gens très très forts en maths, je pense que vous ne vous avez pas tous pris le temps de refaire les calculs qui permettent de construire un Airbus. Bon. Quand vous montez dans un avion, quand vous montez dans un TGV, vous faites le pari qu'il y a des gens qui ont plus de compétences que vous pour organiser quelque chose qui est assez important dans votre existence, puisque que ça soit le train ou que ça soit l'avion, ça peut, de façon très rare heureusement, mais ça peut déterminer votre vie comme votre mort. Alors, la vie, on va laisser de côté, vous êtes pressé, il y a quelque chose d'important, etc. Mais la mort, voilà, le crash ou le train qui a un accident, vous pourriez vous dire, bah, si j'avais fait moi les calculs, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'erreur, etc. Bon, bref, tout ça permet de se rendre compte qu'il y a d'immenses champs du savoir qui dépendent de l'expertise des autres. Autrement dit, on s'en remet à ce que les autres ont établi en y croyant plus qu'à ce qu'on peut soi-même établir. Mais ce n'est pas que le tourisme, ce n'est pas que les moyens de transport. C'est tout ce qu'il y a dans une bibliothèque. Vous allez dans une bibliothèque municipale ou universitaire, amusez-vous à ouvrir des livres au hasard dans des rayons où vous n'êtes jamais allé. J'ai donné un exemple d'astrophysique, un exemple de logique et de théorie de la démonstration et un exemple de philosophie. Sauf hasard surprenant, il y a peu de chances qu'il y ait plus de 2-3% des gens dans la salle qui soient capables de lire plusieurs pages de ces 3 livres. Et a priori, il y a peu de chances qu'il y ait une seule personne dans la salle qui soit capable de lire et de comprendre ces 3 livres. Normalement, n'importe lequel des 3 est assez effrayant. Il suffit même de l'ouvrir, c'est-à-dire que vous l'ouvrez, c'est rempli soit de calculs, soit de phrases que vous ne comprenez absolument pas. Vous faites quand même l'hypothèse que si la bibliothèque a fait l'achat de chacun de ces livres, c'est pas, on revient à l'hypothèse hyper complotiste de tout à l'heure à propos du château Latour, c'est pas parce que le
pistolet sur la tempe, la responsable de la bibliothèque a dû l'acheter parce que l'auteur a menacé, sinon, de la tuer. Non, en général, on l'a acheté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens très spécialistes en astrophysique, en théorie de la démonstration et en philosophie qui ont dit « ce sont des livres importants ». Et il y a des lecteurs qui ont besoin de les lire et de les regarder. Mais la bibliothécaire n'a pas d'expertise du tout dans aucun de ces trois domaines. Et vous-même, vous n'avez pas normalement d'expertise dans ces trois domaines. Ça ne vous empêche pas de considérer que ce sont quand même des livres qui probablement contiennent quelque chose de vrai. Autrement dit, il y a de bonnes raisons de croire les spécialistes et les experts. Ça n'interdit pas d'être capable d'avoir un regard critique, d'avoir un doute, surtout dans les domaines où on a soi-même une certaine compétence. Et donc il ne s'agit pas d'accepter tout dès lors qu'il y a une autorité qui dénonce, mais il y a de bonnes raisons, des raisons solides, des raisons fortes de croire les spécialistes. Et c'est pour ça qu'en matière de vin, les guides, ça marche. Les guides marchent pour une raison très simple, qui est que si vous cherchez à acheter votre vin en suivant des guides, globalement, ça va plutôt se passer correctement. Vous pouvez faire un test, ou en tout cas faire l'expérience mentale, mais vous pouvez faire le test. Vous allez dans un supermarché, vous achetez au hasard la 3e bouteille à gauche de chacun des rayons. Bon. Vous tenez compte ni de l'appellation, ni rien, etc. Bon. Et à côté de ça, vous achetez 4-5 bouteilles. Et à côté de ça, vous achetez 4-5 bouteilles en regardant dans n'importe lequel des guides de référence. Il y en a des mauvais, donc il faut les éviter, mais enfin, dans un bon guide, vous regardez quels sont les vins qui sont distingués cette année, vous achetez les 4-5 vins là aussi. Bon. Vous faites une dégustation à l'aveugle de ces deux ensembles. Il est évident que dans le premier cas, je vous invite vivement à jouer au loto si vous retombez sur une série de vins qui sont tout simplement buvables ou corrects. Il y a de bonnes chances que vous tombiez sur des vins vraiment effroyables. Dans la deuxième série, il va se passer quoi ? Vous allez dire, oh, finalement, ouais, ce vin, il est un petit peu surévalué, il n'est pas si bon que ça, je ne comprends pas pourquoi Béthane s'est enthousiasmé ou pourquoi le guide Hachette s'est enthousiasmé. Mais vous êtes face à des vins qui, globalement, sont réussis, sont satisfaisants. Vous avez des désaccords ponctuels, mais ça n'a rien à voir avec la première série de vins où vous êtes face à des choses qui sont absolument infernables. Donc ça veut dire que l'évaluation faite par les spécialistes, elle est fiable, mais elle est fiable pourquoi ? Parce que tout simplement, elle est issue de leur propre expérience. Autrement dit, ils ont construit des critères très fins qui leur permettent de distinguer un bon vin d'un vin moyen et d'un mauvais vin. Ces critères, on peut les énoncer rapidement. L'équilibre du vin que vous êtes en train de boire, sa capacité à vieillir. Ils ont développé aussi dans leur appréciation des vins ce qu'on peut appeler un sens des nuances fines. Quand on a l'expérience de la dégustation de 30 années de primeur à Bordeaux, on est assez capable, alors que pour nous c'est un peu plus difficile, on est assez capable, rien qu'au nez, de distinguer très clairement un Pauillac d'un Saint-Estèphe. Bon. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on a cette finesse de l'expérience. Autrement dit, on est capable de véritablement juger un vin pour ce qu'il est et pour ce qu'il peut être. Ces deux critères sont extrêmement importants. Et c'est d'ailleurs une chose qui distingue assez bien ce qu'on peut appeler le buveur ponctuel, celui qui n'a rien contre le vin, celui qui est content quand vous lui servez un verre de vin, mais qui ne s'intéresse pas plus que ça au vin, et ce qu'on peut appeler un grand amateur, un grand connaisseur, voire un expert, un critique de vin, etc. La distinction, on pourrait la résumer d'une phrase. Si vous êtes un grand amateur, vous êtes capable d'aimer un vin que vous ne trouvez pas bon. Vous êtes capable d'aimer un vin que vous ne trouvez pas bon, et vous êtes capable de trouver bon un vin que vous n'aimez pas. Pourquoi vous êtes capable d'aimer un vin que vous ne trouvez pas bon ? Parce que même si vous êtes un grand amateur, même si vous êtes un spécialiste, vous avez peut-être une cousine qui s'obstine à faire du vin à Béthune. Bon. Et vous pouvez aimer ce vin. Simplement, vous l'aimez, mais vous êtes au courant, vous vous rendez compte qu'il est dégueulasse. Vous vous rendez compte qu'il est infect.
la sentimentalité que vous avez par rapport à ce vin ne va pas faire comme chez le buveur de tous les jours, va pas faire un obstacle, va pas faire écran à votre amour. Au contraire, ça va l'éclairer. Vous allez dire, ah là là, qu'est-ce que j'aime ce vin qui est mauvais. Mais qu'est-ce que j'aime ma cousine, c'est pour ça que j'aime autant ce vin. Mais vous savez qu'il est mauvais. Bon. Là, c'est un indice que vous êtes un grand amateur. Et, ce qui est plus fréquent, ce qui est plus usuel, vous êtes capable de ne pas aimer un vin que, pourtant, vous trouvez bon. Pourquoi ? Parce que, même si vous êtes un grand spécialiste, vous avez des préférences, vous avez une subjectivité. Il y a des arômes qui ne sont pas des arômes qui vous plaisent. Est-ce que ça vous empêche de trouver le vin bon ? Pas du tout. Parce que vous savez l'évaluer. Vous savez émettre à propos de ce vin un jugement. Quand vous êtes critique de vin dans un grand magazine ou pour un guide annuel, vous êtes bien obligé de parler de régions qui ne sont pas les régions que vous aimez le plus. Il faut que vous soyez capable de dire des choses objectives, solides, sérieuses, à propos aussi des vins qui ne sont pas ceux que vous aimez. Et c'est quelque chose qui permet de rapprocher le critique de vin du critique d'art. Là, j'ai mis deux œuvres, une œuvre de Watteau et une œuvre de Pollock. Ça permet de comprendre deux choses. Premièrement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se dit à propos du tableau de Watteau, c'est quoi ce gribouillis ? Tandis qu'à propos de Pollock, il y en a peut-être quelques-uns qui se le disent. Et là, ça va être justement la différence entre celui qui a un œil qui s'est exercé à certaines œuvres, y compris des œuvres du XXe siècle, des œuvres contemporaines pour lesquelles il faut un peu plus d'initiation. Et il y a aussi autre chose, qui est que, alors même que globalement, tout le monde va être en mesure d'apprécier le tableau de Watteau, ce n'est pas pour autant que tout le monde aime spécialement Watteau. Il y a des gens qui vont se dire, bon, déjà, le gribouillis de Pollock, je suis content de savoir que c'est de Pollock, si le conférencier ne l'aurait pas dit, je n'aurais pas su. Mais le tableau de Watteau, c'est quoi ce truc ? C'est un peu bêtassou, il y a une espèce de clown de dos. Est-ce que c'est un truc genre Terrifier 3 ? Qu'est-ce qui va se passer après ? Si je vous dis le titre du tableau, c'est beaucoup plus inquiétant. Ça s'appelle La partie carrée, alors je ne vous raconte pas. Donc c'est un peu effrayant. On se dit, bon, c'est peut-être un peu mièvre, on trouve ça peut-être un peu bête. Mais on ne va pas dire, c'est une croûte. Personne ne va dire, non, ça c'est un tableau effroyable. À propos de Pollock, quelques-uns peuvent le dire. Je pense qu'ils n'ont pas raison, mais ils peuvent le dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes un critique d'art, ou quand vous êtes un historien de l'art, vous êtes évidemment capable de faire une grande différence entre des grandes œuvres et des petites œuvres, des grands artistes et des petits artistes. Mais ce n'est pas parce qu'un artiste va être grand, que vous allez être capable de savoir et de dire pourquoi il est grand, que pour autant, c'est un artiste que vous aimez. Vous pouvez ne pas l'apprécier. Alors, il y a des œuvres qu'on aime, qu'on aimerait avoir chez soi. Il y a des œuvres qu'on n'aimerait pas avoir chez soi, non pas parce qu'elles sont nulles, non pas parce qu'elles sont médiocres, mais parce qu'on ne les aime pas. Et puis il y a des œuvres qu'on n'aimerait pas avoir chez soi, non seulement parce qu'on ne les aime pas, mais aussi parce que ce sont des croûtes, parce que c'est très vilain et que ça n'a aucun intérêt. Et donc toute cette hiérarchie, évidemment, elle dépend beaucoup d'une connaissance, d'une expertise qu'on a dans le champ de l'art. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose comme une objectivité possible pour le bon vin. Voilà. On peut dire qu'il y a des bons vins. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à affirmer, comme le dit une des grandes figures donc de l'esthétique, enfin, comme ne le dit pas justement une des grandes figures de l'esthétique Kant, à savoir, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a des grands vins, des beaux vins ? Est-ce qu'un vin peut être non seulement bon, mais beau ? Alors pour Kant, c'est impossible. Kant dit, de toute façon, quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui ne peut pas m'apporter une espèce de plaisir immédiat, de plaisir sensuel, de plaisir comme un plaisir gustatif. Et donc, Kant va refuser ça. Il va dire, la preuve que quelque chose est beau, c'est que ça va au-delà de ce qui est simplement bon.
Pourquoi ? Parce que si quelque chose est bon, on ne va pas être capable dans notre appréciation de faire le distinguo entre ce qui nous contente, ce qui apaise un besoin, ce qui est une espèce de satisfaction primaire, presque animale, et ce qui est véritablement la rencontre intellectuelle avec la beauté. Bon. Bourdieu, un sociologue que vous connaissez tous, dans un très beau livre qui s'appelle La Distinction, a réfuté ça de façon assez vigoureuse et assez légitime, je crois, en disant qu'il n'y avait pas de raison solide au fait de refuser à la possibilité pour ce qui est bon d'être beau aussi. Et Bourdieu explique ça comme, de façon sociologique, puisque c'est un sociologue, même s'il est philosophe de formation initialement, il explique en disant, mais au fond de la part de Kant, c'est juste une façon d'écarter, de refuser tout ce qui est le plaisir des sens, tout ce qui est le plaisir physique. Et donc, à partir de là, il invente une espèce de beau qui se libère de tous les plaisirs sensibles. Or, Bourdieu le dit fermement, et je crois qu'on peut s'appuyer sur lui pour l'affirmer aussi, il y a des choses qui non seulement sont belles, mais qui sont aussi bonnes. Le fait d'être beau n'empêche pas quelque chose d'apporter aussi un plaisir sensible. Donc, un vin peut non seulement être bon, bien sûr, ça personne ne le conteste, et pas même Kant, mais il peut aussi s'élever jusqu'à quelque chose qui relève de la beauté. Alors, ça peut paraître bizarre de dire quand même qu'un vin peut ne pas me plaire, je puisse, comme je disais tout à l'heure, ne pas l'aimer, alors qu'il est objectivement bon. Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est assez rare. En fait, plus on aime le vin, plus on est curieux. En réalité, ne pas aimer toute une série de vins, c'est quelque chose qui correspond un peu au début de la rencontre avec le vin. Quand on est adolescent, jeune adulte, première fois qu'on trempe ses lèvres dans le vin, souvent, si c'est du rouge, on trouve que c'est un peu bizarre, c'est un peu âcre. Les tanins sont un peu agressifs, donc bon, on va peut-être boire un peu de sauterne, ça va, du champagne, il y a des petites bulles, c'est assez rigolo les petites bulles. Donc on se dit, bon, ça va. Et puis après, on s'ouvre à d'autres vins. Et puis, plus on déguste, plus on finit par découvrir. Et plus on finit par apprécier des choses très variées. Alors parfois, on reste dans un domaine. Alors, on est à Bordeaux, moi j'ai beaucoup d'amis bordelais qui sont assez rétifs à l'idée de boire autre chose. J'ai dit beaucoup, pas tous. Assez rétifs à l'idée de boire autre chose. C'est pas parce qu'ils sont chauvins, peut-être un peu d'ailleurs, mais c'est pas parce qu'ils sont ultra-localistes. Non, c'est parce que leur goût s'est formé en buvant des Bordeaux, en particulier des Bordeaux rouges. Et donc les Bourgognes, ils peuvent trouver ça un peu bizarre, ils peuvent trouver que ça manque un peu de tanin. Les Châteauneuf, les Côte-Rôtie peuvent trouver que c'est un peu fort en alcool. Le rosé de Provence, ils peuvent trouver que c'est vraiment pas du vin. Enfin bref, il y a un goût qui se forme et qui fait que parfois on n'a pas la curiosité d'aller au-delà. La plupart des grands amateurs sont quand même curieux de toute une série de vins, et puis ce qui fait qu'il y a de moins en moins de choses qu'ils n'aiment pas. Mais néanmoins, je crois, puisque aimer un vin, c'est donc une histoire d'amour, je crois qu'il y a quelque chose comme une nécessité de l'élection. Vous connaissez tous la formule, qui trop embrasse mal étreint. Si on aime vraiment tous les vins, je ne sais pas si vraiment on est capable d'en aimer passionnément quelques-uns. On a besoin d'aimer quelques vins plus que d'autres. Et c'est pour ça que, même si on connaît très bien le vin, il y a un moment où on se dit, bon, mais finalement, ça, j'aime pas trop, même si c'est bon, mais j'aime pas trop. Il faut un peu d'exclusivité en amour. Alors, est-ce que pour autant, on doit opposer les vins qui donnent du plaisir à ceux qui me donnent du plaisir à moi, à ceux qui donnent du plaisir aux autres? Est-ce qu'il faut dire, mais finalement, c'est une espèce de fracture comme ça entre deux genres de vins, et puis c'est une fracture qu'on peut pas surmonter. En réalité, je crois qu'on peut essayer de distinguer quelque chose comme un plaisir intellectuel et un plaisir sensuel. Même si un vin correspond à quelque chose qu'on n'aime pas, s'il est bon, il est capable de m'apporter quelque chose. Il m'apporte quoi ? Il m'apporte déjà le plaisir de la discussion, le plaisir de la rencontre avec d'autres personnes qui aiment le vin aussi,
qui aime ce vin que moi j'aime pas trop, mais entre nous on va boire du bon vin. Bref, il va y avoir quelque chose comme un plaisir d'analyser ce vin plutôt qu'un autre. Et ça va au-delà du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je vous zappe la petite citation de Ken Bach. Alors, cette idée d'opposer plaisir intellectuel et plaisir sensuel, ça peut nous donner envie de nous demander d'où viennent les plaisirs intellectuels. Peut-être d'ailleurs que les plaisirs intellectuels ne sont pas si intellectuels que ça. Peut-être que les plaisirs intellectuels, c'est des plaisirs sensuels qui, avec le temps, se sont un peu raffinés. Il y a des philosophes qui ont travaillé là-dessus. Au XVIIIe siècle, il y a Condillac qui a écrit un grand traité des sensations, où il essaye de reconstruire toute la connaissance humaine à partir des 5 sens. Plus près de nous, il y a Jacques Derrida, il y a Jean-Luc Nancy, il y a ma collègue Chantal Jacquet qui ont travaillé sur... Chantal a travaillé sur l'odorat, Derrida et Nancy, ils ont travaillé sur le toucher. C'est des philosophes qui se sont intéressés à la place des sensations primaires dans le développement de la connaissance. Tout ça pour dire que peut-être que l'opposition entre plaisir intellectuel et plaisir sensuel, il faut revenir dessus. Alors j'arrive très vite à ma conclusion. Je crois qu'il faut distinguer l'option un peu molle, un peu nulle philosophiquement, me semble-t-il, qui est celle du relativisme total, et qui consiste à dire que tout se vaut, que tous les goûts sont comparables, que tout ça est au même niveau. Il faut abandonner ce relativisme, mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à la variabilité. C'est extrêmement intéressant que tout le monde ait un goût différent. C'est pour ça que je pose la question de savoir si on peut dire qu'un vin est bon, s'il y a un vin qui est objectivement bon, mais je ne m'intéresserai pas du tout à l'idée qu'il y a une définition du vin qui serait bon. C'est-à-dire le vin qui est bon, avec un seul modèle, je trouve que ça serait quelque chose d'extrêmement insatisfaisant. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'être bon pour du vin, et ça correspond par exemple aux appellations, aux millésimes. Il y a plein de raisons d'être bon pour un vin. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que le goût s'éduque. C'est-à-dire qu'il y a des grandes variations, mais ces variations, elles sont aussi liées au fait que tout le monde n'est pas égal sur le plan de son initiation au vin. Tout le monde n'a pas appris autant et n'a pas passé autant de temps qu'un grand amateur, par exemple, à déguster du vin. Et pourquoi l'éducation produit une telle différence ? Parce qu'il y a des vins qui sont objectivement bons. C'est-à-dire que ce à quoi on est élevé, ce à quoi on est éduqué, c'est à rencontrer un vin qui véritablement est bon, qui dans sa nature même est bon. Alors, pour autant, on n'aime pas tout ce qui est bon. C'est l'espace extrêmement important et qu'il faut préserver de cette subjectivité. Il y a des vins qu'on aime, il y a des vins qu'on n'aime pas, il y a des vins qui sont bons, il y a des vins qui ne sont pas bons. Tout ça, ce sont des nuances extrêmement importantes. Même quand on boit un verre d'un vin qu'on n'aime pas, il peut y avoir ce que Rosset, le philosophe Clément Rosset, je vous ai mis une petite image de lui avec un verre de vin. Je n'ai pas réussi à en avoir une où il n'y avait pas un truc vilain écrit au milieu, mais bon, désolé, je n'avais pas ça en magasin. Clément Rosset dit qu'il y a de la joie. Faut pas confondre, il dit qu'il ne faut pas confondre la joie et le plaisir. Le plaisir, bon, c'est une chose, il y a de satisfaction, etc. Mais la joie, c'est plus compliqué. On peut aussi avoir de la joie, y compris face à quelque chose qui ne nous apporte pas de plaisir. Alors ça peut être la joie intellectuelle, mais pas que. C'est ce que chez Rosset, chez Rosset correspond à une espèce de joie d'adéquation au réel. On accepte les choses telles qu'elles sont. Le vin de la cousine du Nord, il n'est pas bon, mais il y a un plaisir à rencontrer ce vin, même si ce n'est pas ma cousine à moi. Et donc, il y a de la joie dans ce moment, même si le vin est vraiment très difficile à digérer et exagérément acide. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de la joie à boire un verre d'un vin qu'on n'aime pas, et qu'évidemment, il y a peut-être un peu plus de joie si ce vin est par ailleurs objectivement bon. Voilà, je vous remercie. J'ai mis pour finir quelques photos de beaux souvenirs bordelais, de vins de Bordeaux que j'ai adorés. C'est un millième de ceux que j'ai aimés, mais enfin, en tout cas, voilà, j'en ai mis quelques-uns, certains très connus, d'autres moins connus. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette conférence dont le sujet n'était pas tout à fait facile, parce qu'on est beaucoup dans la nuance, en fait, dans évidemment la subjectivité, et vous en avez beaucoup parlé. Et je suis sûre qu'il y a des questions et des questionnements dans la salle. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer avec ce cube orange? Alors, voilà, il y en a en haut. Petit point technique pour ceux qui ne l'ont jamais vu, parlez bien proche du disque noir sur le dessus. Et c'est en mousse, donc vous pouvez vous faire des passes. Juste attention au matériel. Voilà, vous êtes prêts? Tout à l'heure, vous m'aviez dit que c'était comme un ballon, mais le souvenir que j'ai du foot à Bordeaux, c'est que c'est comme avec des ballons ronds. Bah oui. Non, maintenant, c'est ovale à Bordeaux. Ah, ça c'est à qui le dites-vous, mais je voulais pas créer un, je voulais pas fâcher les supporters des Girondins s'il en reste quelques-uns. Il y en a plus. J'avais une question sur votre seconde hypothèse qui partait du postulat sur l'expertise et la remettre un petit peu en cause. Est-ce qu'il faut garder de la fiabilité sur ces expertises-là quand maintenant elle est monétisable et monétisée? Comment on peut garder ce goût du bon et croire en ce qu'on nous dit quand aujourd'hui, à la fois les guides, à la fois les influenceurs, etc., sont monétisés pour nous dire quoi faire et ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Merci pour votre question. C'est un point extrêmement important. Dans le livre, c'est un point que je détaille un petit peu parce que c'est la vraie difficulté de la confiance en l'expertise. C'est-à-dire que si l'expert n'est pas fiable pour telle ou telle raison, et la plus évidente, c'est qu'il est, employons un mot lourd, mais qui me semble pertinent dans l'exemple que vous donnez, corrompu à un degré ou un autre, c'est-à-dire qu'il a d'autres intérêts à faire valoir que l'intérêt objectif du consommateur, alors il perd toute sa fiabilité. Alors, je donnerai deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse qui va tout à fait dans votre sens, c'est qu'il y a en effet des exemples de mauvais guides et des exemples de mauvaises pratiques. Une des choses qui est assez vertueuse avec le développement de sources d'informations qui précisément ont favorisé la corruption dans le même temps, c'est qu'elles ont aussi favorisé la dénonciation des corruptions. Quand j'étais un jeune amateur de vin, il y avait tout un certain nombre de guides qui existaient, qui ont disparu avec Internet. Pourquoi ? Parce qu'avec Internet, se sont développés des forums d'amateurs, et les forums d'amateurs, si vous en avez 10 qui se rendent compte qu'un guide n'a donné que des mauvais conseils, et qu'en plus, ces mauvais conseils vont tous dans le sens des publicités présentes dans le guide, ça se sait très vite, et la crédibilité commerciale du guide s'effondre. Donc il y a comme ça des guides qui ont cessé d'exister parce qu'ils étaient exagérément corrompus. Le deuxième argument que j'avancerai, donc le premier argument, c'est pour aller tout à fait dans votre sens, mais on peut espérer qu'il y ait une espèce d'autorégulation du système. Le deuxième élément, c'est je pense, la durée. À savoir, quand vous avez, alors prenons un nom qui a été au centre de beaucoup de polémiques, pas d'ailleurs, je crois, par des accusations de corruption, mais par son effet sur le marché, hein, pour parler c'était un autre genre de monétisation, Parker. Bon. La manière dont Parker a régné un peu sans partage pendant une vingtaine d'années, ça traduit le fait que, certes, certaines personnes achetaient les bouteilles pour lesquelles Parker a mis des bonnes notes pour les revendre ensuite, donc il ne les goûtait jamais. Et donc c'était une espèce d'univers parallèle, au fond, à la question des amateurs de vin. Mais la plupart des gens, s'ils rachetaient le guide et s'ils étaient contents des conseils qui étaient donnés, c'était bien parce qu'ils n'avaient pas eu trop de déceptions. Et globalement, si vous regardez les fluctuations qu'il y a eu dans le marché du vin à Bordeaux pendant l'époque où Parker régnait, alors certes, il
il y a des défauts qui sont liés à ça, il y a des types de vins qui ont été mis en avant plutôt que d'autres, hein, des vins un peu fluets, se sont beaucoup effondrés, mais il y a aussi beaucoup de vins qui sont un peu surgis de nulle part, dont personne parlait, et qui d'un seul coup ont été mis, ont été mis en lumière. Donc je pense que, bien sûr, il y a ce danger, mais au bout du compte, si les consommateurs de vin, les amateurs de vin jouent le jeu, c'est-à-dire s'ils achètent des bouteilles de vin pour les boire et non pas pour les racheter, et ça c'est un vrai problème. Je pense que, et je suis trop long, pardon, dans ma réponse, je finis de vous répondre très vite, je pense que c'est au moins aussi dangereux. La spéculation par les amateurs eux-mêmes, c'est quelque chose d'au moins aussi dangereux que cet effet de monétisation et de conseils qui ne sont pas objectifs, mais qui sont des conseils intéressés. Pourquoi c'est plus dangereux? Parce que là, le système ne s'autorégule pas. C'est-à-dire que quand le vin est acheté pour être revendu, et que personne jamais, au bout du compte, ne boit la bouteille, elle fait juste 5 fois le tour du monde, et qu'elle finit dans une cave en espérant que 10 ans après, ça soit encore plus cher, là, il y a vraiment des fausses valeurs. Dans l'autre cas, je pense qu'il y a un moment où ça se sait. Ça se sait que tel vin, il n'est pas bon, il est juste conseillé par quelqu'un de corrompu. Bon, j'espère que je vous ai à peu près répondu, mais c'est une vraie question. D'autres questions? Là. Tenez-le. Vous pouvez le lancer. Hein. Voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, moi, je me présente. Je suis étudiante à l'ISVV, justement, qui est partenaire de cette conférence. Et moi, je voulais revenir sur la notion d'objectivité dans l'art. Pour ne pas la citer, ma professeure d'analyse sensorielle, Sophie Tempère, donc, qui est chercheuse à l'ISVV, justement, nous a, elle, parlé d'un principe qu'elle conçoit, qui est la somme de la subjectivité. Donc, d'après elle, la somme de la subjectivité, c'est déjà un début d'objectivité. Et donc moi, la question que je me posais, parce que vous avez donné l'objectivité, vous, à l'expert, mais est-ce qu'on pourrait... Alors c'est comme ça que je l'ai ressenti, je me suis peut-être trompée, effectivement. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que vous donnez aussi l'objectivité au nombre, au groupe, ou est-ce que vous l'accordez uniquement à des gens qui sont des spécialistes et qui ont vraiment du terrain là-dessus, quoi? Alors, j'accorde l'objectivité non pas à un groupe de personnes stables. Et quand je parlais des experts, j'évoquais vraiment, en un sens général, à la fois toute personne qui est un amateur, qui déguste régulièrement, etc. Donc c'est très large. Sur la question du panel, je suis plus réservé. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que, mais ça c'est peut-être une déformation de professeur, je crois à la méthode, je crois à la progression, je crois au fait que notre palais et nos sens s'aiguisent et s'affinent. Et si vous mettez 1000 personnes autour, voire 100 000, voire 50 000, alors autour d'une table, ça va être difficile, mais vous pouvez les relier en ligne, autour d'un même vin, et que vous leur faites déguster ça ensemble, je ne crois pas que leur addition des subjectivités va produire de l'objectivité au sens où je l'entends. Pourquoi? Parce que ces personnes vont avoir des avis extrêmement différents, et ça, c'est passionnant. C'est passionnant, mais pas pour l'objectivité. C'est passionnant parce que, et c'est ce qui est très intéressant et que j'estime beaucoup dans l'analyse sensorielle, c'est que ça apprend chacun à ne pas se contenter de ce qu'il y a dans les livres, de ne pas se contenter d'un savoir externe. Ça apprend chacun à vraiment se faire confiance. En revanche, je pense que même si on se fait confiance, ce n'est pas pour autant qu'on construit de l'objectivité à 50 plus que tout seul. Ça, c'est le premier élément, c'est que je crois à l'éducation, à l'élévation, etc. Et je pense que le palais change avec le temps quand on le met à l'épreuve. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas que la question de l'objectivité. Bon, là, j'ai parlé de ça aujourd'hui, mais le sujet est encore plus vaste. Hein. C'est aussi la question de la transmission. C'est-à-dire que le gros problème du refus de l'expert ou du connaisseur ou de l'amateur, etc., au bénéfice d'un panel ou d'un groupe, c'est qu'il n'y a pas derrière de narratif et de récit possible. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'une dégustation, ça soit aussi un événement de langage, un événement de parole. Un groupe,
ça pense pas trop. Un groupe, ça s'exprime difficilement. Ça peut s'exprimer hein, dans une manifestation. On peut voir qu'il y a des slogans qui peuvent surgir, etc. Mais il n'y a pas quelque chose d'aussi articulé que ce qu'une personne seule peut produire. Et voilà, c'est un peu les deux limites que je vois. Mais après, je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant et important de rompre avec cette espèce d'analyse qui existait avant, qui consistait un peu à apprendre par cœur des fiches de dégustation. Moi, je suis totalement d'accord avec ce mouvement. Je trouve que c'est vraiment l'avenir de la dégustation. C'est comme ça que ça doit marcher. Mais sur l'objectivité, je suis plus réservé. D'autres questions? Là. Ah, il y a monsieur. Bonsoir. Alors, bonsoir. J'ai beaucoup apprécié votre conférence. Merci. Et ça me pose une question toujours sur l'expertise, parce qu'il y a un peu plus d'1 an, j'avais assisté à la conférence inaugurale des Vendanges du Savoir, qui était « Faut-il faire confiance aux experts ?» avec un professeur italo-belge, je crois Buccella, je crois, Oui. Et qui avait fait rire pendant 1h15 la salle, en relatant notamment toutes sortes d'expériences que je suis sûr vous connaissez, ou comment on peut tromper avec vin blanc et vin rouge les élèves en 3e année de sommellerie, les experts dans les grands concours, etc. Et donc, j'avais beaucoup apprécié aussi la sienne. Alors, ce soir, me voilà un peu pantois sur cette notion d'expertise. Oui, mais parce que je pense que, avec mon collègue, on ne parle pas au fond de la même chose. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est une expérience esthétique et comment on peut la formuler. Lui, ce qui l'intéresse, et il a tout à fait raison, c'est de montrer, et je suis totalement d'accord avec ça, qu'il ne faut pas croire aveuglément les experts. Moi, je ne défends pas du tout l'idée qu'il faille croire aveuglément les experts. Et les biais qu'il pointe, qui, à mon avis, sont des biais qui marchent plus sur les élèves en 3e année de sommellerie que sur Michel Béthane ou Robert Parker. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. J'ai eu le plaisir de faire quelques repas avec d'autres amis avec Michel Béthane. Et franchement, il met le nez au-dessus d'un verre, il n'a pas vu la bouteille et vous dit que c'est un Aubailly 1978. Il vous dit cette année, oui, non, alors, ouais, le Aubailly était un peu moins mûr que les propriétés à côté. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Enfin, voilà. Puis après, voilà, il n'y a pas grand monde sur Terre qui est capable de faire ça. Donc ça veut dire qu'il y a aussi les experts dont le degré de notoriété est tel que ils sont capables d'écrire des livres que des gens sont curieux d'acheter à travers le monde entier. Ce n'est pas exactement quelqu'un qui est en train de faire des études. Bon. Mais encore une fois, ça ne veut pas pour autant dire, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait monsieur tout à l'heure, qu'il faut les croire aveuglément, les experts. Ce que je voulais simplement dire, c'était qu'il y a que si il n'y avait aucune objectivité, que si on pouvait absolument tout déconstruire, si c'était un numéro de prestidigitation, la relation au vin et les gens qui sont des connaisseurs, pourquoi on achèterait des livres faits par des gens qui ont bu 100 000 fois plus de vin que nous, qui ont tout goûté, tout rencontré? Ça veut bien dire qu'ils rencontrent quelque chose d'un peu objectif. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas des biais, c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas se tromper, bien sûr, mais je crois que voilà, la vérité est probablement entre les deux conférences, comme toujours. Oui, j'ai le micro. Je le passe. Le micro, après, il faudra l'envoyer là-bas. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer. Vous allez Non, c'est revenir effectivement sur ce qui vient d'être dit. C'est sur ces biais cognitifs que l'on peut avoir. C'est-à-dire, on a devant soi quelques étiquettes. Certains, on les connaît tous. Certains, on les connaît pas. Et il va y avoir, même des sachants, des dégustateurs professionnels, pourront se faire influencer, se font influencer même. Je crois qu'il y a eu une thèse célèbre à la faculté d'œnologie de Bordeaux il y a quelques années qui a prouvé cela. Donc voilà. Quid des dégustations à l'aveugle? Effectivement, Michel Béthane est un surdoué. Combien y en a-t-il parmi les sachants dans ce milieu? Et rien ne vaut une dégustation à l'aveugle. Et puis ensuite, il y a deux catégories de vin, hein, comme Marcel Pagnol disait qu'il y a deux catégories de théâtre. Il y a celui que j'aime et celui que j'aime pas. Sur la dégustation à l'aveugle, vous
vous prêchez un convaincu. Là, dans mon livre, justement, le premier chapitre, c'est sur la dégustation à l'aveugle. Et en fait, j'essaye de montrer quels sont les avantages et les inconvénients et de la dégustation à l'aveugle et de ce que j'appelle une dégustation informée. En réalité, moi, je suis un fervent défenseur de la dégustation à l'aveugle pour toutes les raisons que vous venez de rappeler. Mais bon, je ne pouvais pas résumer tout le livre, ça faisait ça. Ou alors, il fallait que je fasse une conférence de 6 heures, ce que je ne vous conseille pas quand même. On peut pas. Mais simplement, ce que je dis dans le bouquin, c'est que il y a dégustation à l'aveugle et dégustation à l'aveugle, au sens où la dégustation à l'aveugle n'est intéressante que si elle est intelligemment construite. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est une dégustation à l'aveugle où vous ne multipliez pas dedans ce qu'on appelle des vins pirates, c'est-à-dire des vins qui n'ont rien à voir avec les autres, mais qui ressemblent un peu et qui font que tout le monde va partir n'importe où. C'est intéressant d'en mettre un ou deux sur 12 vins, par exemple, mais pas plus. Et puis surtout, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de faire une dégustation à l'aveugle, et je trouve ça plus instructif, une dégustation à l'aveugle où on définit à l'avance le périmètre. Ce qui est très intéressant, c'est de goûter 10 crus classés dans un bon millésime et de ne pas savoir quel est le premier grand cru classé parmi les 12. Ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, le biais cognitif qui fait que on va être un peu plus... là, il y a le Haut-Brion dans les photos, ce qui fait qu'on va être un peu plus sensible au Haut-Brion est évident si vous savez que c'est du Haut-Brion. Ça ne veut pas dire que le Haut-Brion est surcoté, surévalué, c'est pas ça. C'est qu'évidemment, il y a un biais cognitif parce qu'on est très content et très heureux de boire cette bouteille parce qu'on n'en boit pas souvent et qu'on a du mal à se dire, si par hasard c'est une bouteille qui est un peu moins bonne que d'habitude, on a du mal à faire le deuil de ça. Bon. Et donc, il y a ce biais énorme. En revanche, si vous goûtez que des Pessac léognan, que des crus classés, et qu'au milieu, il y a eu Haut-Brion, alors, il faut être habile, parce que sinon, il y a toujours des gens rusés qui vont repérer que la bouteille n'a pas exactement la même forme que les autres. Donc, il faut être habile, il faut transférer ça avant dans une bouteille qui a la même tête que les autres. Là, vous allez avoir quelque chose d'en effet intéressant parce que vous allez être libéré de préjugés, de biais, etc. Donc, je crois vraiment beaucoup aux vertus de la dégustation à l'aveugle. En revanche, je pense qu'il y a des dégustations à l'aveugle que parfois on fait n'importe comment. Premier cas, quand vraiment ça devient une espèce de jeu concours où il faut absolument deviner ce que c'est. Moi, j'ai plein d'amis, et je dois avouer que je cède moi aussi parfois à ce jeu, qui jouent régulièrement à ça. Vous êtes sûr que vous allez avoir toujours la bouteille la plus improbable, avec le cépage le plus rare, le vignoble le plus éloigné, la bouteille la plus atypique. Donc là, on joue à quelque chose où on est à peu près sûr de perdre. C'est d'ailleurs parfois très amusant, mais enfin, on est sûr de perdre. Et puis, l'autre inconvénient parfois de la dégustation à l'aveugle, c'est qu'il y a des vins qui sont, si vraiment, je sais pas, vous faites une dégustation, je sais pas, allez, on va boire des blancs secs, 12 blancs secs, aucune autre contrainte que des blancs secs. Il y en a qui vont être totalement flingués parce qu'ils passent derrière un autre. C'est un truc très frappant quand vous faites je pense à la revue Le Rouge et le Blanc ou la revue du vin de France, ils le font aussi de temps en temps, des dégustations à l'aveugle comme ça assez massives. Ils font souvent l'effort de faire 2 dégustations en dégustant les vins, pas dans le même ordre. Et ils se rendent compte que c'est rare qu'ils mettent exactement la même note. Donc voilà, il y a toujours quelque chose d'un peu comment dire, d'un peu risqué à ne pas cadrer et borner la dégustation à l'aveugle. Or, on la borne et on la cadre avec quoi ? Avec des éléments de connaissance, avec des éléments d'objectivité. Donc voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de vraiment de jongler entre aveugle et informé. Et de laisser toute sa place à la dégustation à l'aveugle, mais une dégustation à l'aveugle bien construite en amont. Voilà. Est-ce que ça vous convainc comme ça ? Merci. Alors, monsieur, qui attend depuis un moment. Bonsoir. Merci Bonsoir. Pour votre conférence. Petite question, je trouve assez intéressant la question qui avait été posée avant sur l'objectivité et la subjectivité, notamment sur les groupes. Et sur la question du lien entre le vin et l'art. Mon point est, quand on fait du vin, si on sert un vin à 50 000 personnes et qu'on voit que ces 50 000 personnes disent « ce vin est bon », et que maintenant un expert goûte ce vin, il s'avère que ce vin n'est pas très bon.
la question est, pour qui on fait le vin? Et aussi, est-ce qu'on n'a pas un risque que finalement le vin devienne un produit un peu élitiste, comme l'art pourrait être parfois, avec une nécessité d'avoir l'œil du connaisseur pour apprécier l'œuvre? Donc, comment on fait la part des choses entre finalement le bon vin et le vin que les gens trouvent bon d'un point de vue de la masse? C'est une vraie question. On pourrait poser d'ailleurs exactement la même question à propos du cinéma. Hein, c'est-à-dire que les œuvres d'art classiques, hein, au sens de la peinture ou de la sculpture, la musique c'est encore autre chose. La peinture ou la sculpture, bon, de toute façon, on ne les produit pas en un nombre d'exemplaires tel que l'enjeu soit de plaire au plus grand nombre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein, ce n'est pas parce que quelque chose plaît au plus grand nombre qu'il va valoir très cher. Donc là, c'est en effet une logique très élitiste. Le vin, c'est comme le cinéma. C'est à la fois une ambition esthétique, artistique, le terme est peut-être trop fort, mais c'est à la fois une ambition esthétique. Et c'est pour ça que ce qu'on peut conseiller à un producteur, c'est de faire un vin qu'il a envie de boire lui. Hein, c'est très déprimant de faire un vin qu'on n'aime pas. Et il y a peu de producteurs qui le font. Enfin, j'espère en tout cas. Moi, j'en connais pas beaucoup. Mais il faut aussi surtout faire un vin qui va se vendre, parce que c'est de ça qu'on vit. Donc, je pense qu'il est extrêmement difficile, comme producteur de vin, de se retrouver. Alors, ça n'arrive pas, ça n'existe pas trop des panels comme ça de 50 000 pour un vigneron individuel, bon, ou même un domaine. Bon. Enfin, imaginons quelqu'un qui fait cette expérience. C'est très difficile, en effet, de faire une croix sur le goût de la plupart des personnes. Mais quand je parlais d'éducation, on peut aussi éduquer au goût le plus grand nombre. Mais il y a un bon exemple qui va dans le sens de ce que vous indiquez, qui est une région que je connais bien, parce que j'y passe une partie de mon temps, qui est la Provence. En Provence, pendant des années, on faisait un truc qui s'appelait le rosé, qui était apprécié pour jouer à la pétanque ou faire des barbecues. On faisait aller 20% à peu près de la production en rosé. Et le reste de la France se demandait ce que les gens buvaient en Provence. C'est quoi ce truc? C'est pas du vin, c'est pas bon, etc. Aujourd'hui, en Provence, c'est 92% de la production, le rosé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les vignerons en Provence? Ils se sont dit, bon, il y a des vins qu'on aime bien, des rouges qu'on aime bien. Il fait de plus en plus chaud, là-bas comme ailleurs. Nos rouges, ils font 15 degrés d'alcool. Il n'y a plus personne qui a envie de les acheter. Donc, si on les produit autant qu'avant, c'est-à-dire la moitié de la production, qu'est-ce qu'on en fait? On les garde en stock pour l'éternité et un jour, quelqu'un va nous les acheter? Non. Donc ça fait un stock immobilisé, ça fait de l'argent perdu. À côté de ça, si je décide de faire beaucoup plus de rosé, il se passe quoi? Il se passe que j'ai vendu mon vin dans les 6 mois, j'ai à peine besoin de le garder dans le cellier, à peine je l'ai mis en bouteille, il est vendu. Il y a un moment où pour faire tourner votre entreprise, il est non seulement légitime, mais il est sain, parce que sinon vous êtes un irresponsable, il est sain de vendre aussi ce qu'on produit. Imaginez le vigneron en Provence qui persiste à faire du rouge qu'il ne vend pas et à ne pas faire du rosé qu'il va vendre très facilement. Simplement, la solution, c'est peut-être de trouver un dosage entre ces deux choses. Premièrement, en continuant à produire un peu de rouge quand même, pour soi, pour quelques amateurs. On en produit moins, mais on en produit encore un petit peu. Et puis le rosé qu'on produit, on fait un rosé dont on n'est pas trop honteux. On fait un rosé qu'on trouve satisfaisant, buvable, intéressant, qu'on est capable de boire soi-même. Mais on va en faire. Pourquoi? Parce que commercialement, il faut en faire. Donc en effet, il ne faut pas que le vin bascule dans... Mais je crois, enfin encore une fois, je dis il faut, je ne veux pas être normatif, d'autant moins que je pense que c'est un problème qui n'existe pas. C'est-à-dire, je crois qu'un vigneron, il a quand même comme ambition que son entreprise ne fasse pas faillite. Il a quand même pour ambition de nourrir sa famille. Il a pour ambition de faire que son domaine, qui parfois existe depuis 2 siècles, existe encore à la génération suivante. Et donc, quand il y a une question qui se pose qui ressemble à celle que vous soulevez, il est évident qu'il faut qu'il choisisse aussi le respect du goût, même si ce goût, peut-être qu'il va en penser un peu de mal. Dans l'exemple que je donne, c'est évident qu'il y a pas mal de vignerons en Provence qui disent « Oui, bon, moi, le rosé, c'est pas trop ce que j'aime, mais bon, les gens aiment ça. »
C'est évident, c'est comme le cinéma. Si vous faites des films dont vous savez à l'avance que personne ne va les voir, bon, vous vous faites plaisir, mais vous allez avoir du mal à trouver des producteurs qui vont continuer à vous financer. Et là, c'est pareil, votre entreprise, elle va péricliter. Donc, je pense que le danger, il n'existe pas. C'est-à-dire au sens où je pense qu'il y a une espèce de réalité de la vie de l'entreprise viticole qui tire par la manche le vigneron qui serait tenté d'être exagérément élitiste. Je pense qu'il va se dire, bon, je peux me faire plaisir peut-être sur une cuvée, qui est vraiment une cuvée que j'adore, et puis ça ne m'empêche pas de faire d'autres vins. Là, dans ceux qui sont en photo, il y a deux vins qui vont exactement dans le sens de ce que je viens d'indiquer. Vous avez une cuvée d'un château de Saint-Émilion, vous connaissez sûrement, qui est le château Mango. C'est une cuvée qui s'appelle l'Autre Mango. C'est une cuvée absolument divine, mais ils n'en font pas beaucoup. Et c'est une cuvée qui est cuvée sans soufre. Bon, c'est une cuvée, s'ils font que du vin comme ça, bah, c'est embêtant parce qu'ils risquent d'avoir le problème qu'il y a souvent avec les vins sans soufre, à savoir des problèmes de conservation. Ils exportent beaucoup, donc s'ils font que du vin sans soufre, c'est un petit peu compliqué économiquement. Mais ils peuvent se faire plaisir et faire quand même quelques milliers de cols comme ça. Vous avez le château Le Puy, là. Bon, ils se sont amusés à faire du rosé à Bordeaux. Maintenant, quand ils ont commencé à en faire, presque personne n'en faisait. C'est un très bon rosé. C'est quasiment le vin de leur propriété que les gens s'arrachent le plus. Bon, est-ce qu'il est plus intéressant que leur château Le Puy? C'est une discussion. Mais en tout cas, tout le monde le veut, ce vin. Donc voilà, c'est une façon de dire qu'une propriété peut jongler entre... regardez le Sauterne. Dans le Sauterne, on est obligé de faire aussi du blanc sec aujourd'hui, parce que si on fait que du liquoreux, c'est très, très, très compliqué comme modèle économique. Est-ce que les gens ont tort de ne plus aimer les vins liquoreux? Ça ne veut rien dire, tort. Je pense que c'est dommage, parce qu'ils passent à côté de grands vins, mais c'est une réalité commerciale, donc il faut faire avec. Merci. Je vous en prie. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons arrêter parce qu'il est 20h30. Donc voilà, nous allons arrêter. Nous allons remercier notre conférencier. Merci. Et attirer votre attention sur la prochaine conférence des Vendanges du Savoir, le 3 décembre. Et c'est Sophie Trouvelot, justement de l'Université de Bourgogne, qui vient nous parler du microbiote, vigne, santé et biodiversité. Tout un programme aussi. Alors bonne soirée à tous et merci de votre fidélité.